Juste fonce et profite de l'instant présent et sois pas trop impatient parce que j'ai toujours été impatient de faire les choses et tout vient à point à qui sait attendre. 9 jeunes sur 10 ont des projets mais ne savent pas comment s'y prendre. Je suis Cédric Pelletier, entrepreneur et CEO de WeDo, une start-up qui aide les jeunes à se lancer dans leurs projets. Avec Ose tes projets, je vous propose de partir à la rencontre de porteurs de projets engagés, des jeunes qui ont osé se lancer et qui partagent avec nous leurs expériences. Alors inspirez-vous. Aujourd'hui, je rencontre Fabien Touroud, porteur du projet Beaumolet, une marque de vêtements de running éco-responsable. Pratiquant régulier de course à pied, il veut aider les runners à pouvoir s'équiper facilement de vêtements éco-responsables tout en restant techniques et de qualité. J'ai le plaisir de l'accueillir aujourd'hui au sein d'un nouvel épisode de Ose tes projets. Bonjour Fabien, comment ça va? Bonjour Cédric, merci de me recevoir. Eh ben écoute, le plaisir est pour moi. Alors ce que je te propose pour commencer, c'est de te présenter tout simplement. Question toujours vaste. Écoute, je suis Flavien et donc je vais me présenter peut-être avec ma casquette déjà d'entrepreneur parce que c'est quelque chose qui dicte pas mal mes jours, mes heures aujourd'hui. Je suis l'heureux cofondateur de Beaumolet que j'ai monté avec Nathan il y a maintenant un peu plus d'un an. Et voilà, alors, on s'est donné la mission en tout cas de faire de notre vie en tout cas un kiff en pratiquant la course à pied au maximum, voire tous les jours quand c'est possible et de pouvoir par la même occasion, avec une entreprise, une marque, essayer de faire changer les choses. Et c'est pour cette raison qu'on a décidé de créer Beaumolet, une marque de vêtements de running qui fabrique en France à partir de bouteilles plastiques recyclées. Et à côté de ça, évidemment, on est au-delà du côté entrepreneurial qui prend beaucoup de temps dans nos journées. On est évidemment passionné de sport, de course à pied, d'outdoor. On essaie au maximum de s'entretenir comme ça, de football. Et voilà. Après, sinon, les trucs tout à fait classiques, en tout cas, de passer du temps avec nos amis pour décompresser, passer du bon moment, rire et profiter de la vie. Ok, tout un programme. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Beaumolet? Peut-être commencer par la mission. Effectivement, on s'est donné la mission de permettre aux passionnés de la course à pied de courir de façon la plus responsable possible. Et pour nous, courir de façon responsable, donc c'est dans un premier temps évidemment de pratiquer le running dans les meilleures conditions, de prendre du plaisir et de les inciter en fait tous à se remuer les mollets, à bouger. Et c'est de faire ça en protégeant au maximum ou en préservant au maximum nos ressources et en prenant soin évidemment des hommes et des femmes qui travaillent dans cette industrie. Et donc très concrètement, en fait, on a envie d'équiper les coureurs de la tête aux mollets avec voilà, des vêtements, t-shirts, shorts, chaussettes, enfin tout l'équipement qu'on pourrait avoir besoin pour pouvoir pratiquer son sport dans les meilleures conditions. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer? C'est avant tout je pense, une envie d'indépendance, une envie en tout cas d'entreprendre. Peut-être que ça vient de mon enfance où j'ai toujours été passionné en tout cas de Lego quand j'étais petit, mais j'ai toujours beaucoup apprécié en fait cette possibilité de pouvoir ouvrir une boîte de Lego, ne pas suivre le modèle et pouvoir essayer de monter un petit truc de toute pièce et de pouvoir jouer, démonter à l'infini. Et c'est quelque chose en tout cas que j'ai toujours apprécié, cette volonté de pouvoir se dépasser, créer. Et puis après, c'est le parcours tout à fait classique, enfin classique, je sais pas, mais en tout cas, j'ai fait une seconde générale et un peu par hasard, je me suis orienté dans une filière technologique, STMG, STG, Bac G pour les plus anciens, qui est une filière qui est à cheval en fait entre la filière professionnelle et la filière généraliste dans laquelle je me suis retrouvé puisqu'en fait elle intégrait dès la première générale, enfin la première en tout cas, première techno, des matières autour du marketing, de la communication, de la compta. Et en fait, je me suis pris vraiment au jeu, pour le coup, du monde de l'entreprise au sens large. Et j'ai poursuivi avec une classe prépa dédiée à cette filière-là qui m'a emmené en fait dans une école de commerce sur Toulouse. Et puis en fait, on fait ses armes un petit peu à droite à gauche en aimant le monde de l'entreprise, en aimant la communication, puisque j'ai toujours eu cet attrait pour le marketing, faire passer des messages. Et puis un tournant en 2019, j'ai plus trop la notion du temps, 2019 je crois, où j'ai l'opportunité de partir aux Philippines dans le cadre de mes études, où on nous demande de faire une expérience à l'étranger. Et bon an, mal an, je m'étais toujours promis, en tout cas, de pourquoi pas faire une expérience humanitaire, en fait, justement pour les autres, parce que on est souvent dans un cocon où on ne se pose pas trop de questions, on va à l'école, on est privilégié, et puis on voit des émissions à droite, à gauche, un peu, enfin, c'est un peu cliché, mais où on se dit, putain, en fait, ce qu'ils font, ça a l'air cool, ça a du sens, les journalistes ou quoi, et j'aimerais bien
avoir un impact sur les autres. Et une opportunité en école de co qui nous permet de partir à l'étranger m'amène à effectivement privilégier plutôt une expérience humanitaire plutôt qu'un stage à l'étranger ou dans une université partenaire. Et puis en fait, je me retrouve projeté dans une ONG qui s'appelle Gawad Kalinga, qui est une ONG qui combat la pauvreté aux Philippines et qui me fait vivre voilà, plein de choses riches, diverses et variées et qui forcément amène à se poser des questions, qui amène à prendre conscience aussi sur la chance qu'on a et qui, quand on revient en France après 6 mois de vie là-bas, nous amène à nous dire que peut-être on peut faire quelque chose de bien de ce qu'on apprend à l'école en communication, en marketing, pour le mettre au service de quelque chose, d'une cause qui nous dépasse. Et avec plusieurs raccourcis, mais on se retrouve finalement à faire une pétition pour l'industrie, enfin, pour essayer de rendre l'industrie textile plus juste, puis une sorte de premier échec qui nous amène à changer de casquette et de rejouer la carte de l'entreprise, puisque le modèle économique des entreprises permet de faire bouger les choses et de pouvoir en tout cas essayer d'initier le changement. Ah, c'est top. Donc il y a vraiment derrière un voyage qui a été, un peu un voyage initiatique pour derrière, te rendre compte en fait, ou davantage te rendre compte de ta volonté à faire bouger les lignes au niveau de l'impact en France. Je retiens en tout cas que, mettre des enfants au Lego, c'est une façon de les faire devenir potentiellement entrepreneurs plus tard. Donc c'est quelque chose que je découvre avec toi. Heu, est-ce que la tu avais une volonté vraiment de créer ton entreprise? Ou est-ce que c'est cette opportunité, ou cette volonté plutôt de se dire: «J'ai envie de faire bouger les choses avec les vêtements», qui a fait que tu es devenu entrepreneur? Je pense que c'est quand même ancré en moi, en tout cas. Je ne sais pas comment se positionne Nathan, mais je pense qu'on est à peu près pareil sur cette partie-là. On a eu des parents qui étaient indépendants, qui ont eu des entreprises. Alors, pas de ces entreprises qu'on voit à la télé, c'est plutôt ces petites PME qu'on ne voit pas, en tout cas à la télé, mais pourtant qui représentent une bonne partie du tissu économique français et qui, je pense, en tout cas, nous ont permis de nous inculquer cette volonté de travailler, d'être indépendant aussi. Et, euh, et aujourd'hui, enfin, plus que jamais, j'ai l'impression que cette notion d'être indépendant et en tout cas d'être maître de ses décisions, ça me paraît en tout cas essentiel. Et c'est vrai que pouvoir œuvrer naturellement dans un cadre qui nous fait vibrer au quotidien, c'est quelque chose qui était important pour nous. Et bah, pour le coup, c'est vrai qu'on a évidemment cette opportunité de rejoindre des entreprises quand on sort de l'école, mais on a eu plutôt cette envie de créer notre cadre et de pouvoir vibrer au quotidien. Et c'est chose faite puisqu'on est passionné de course à pied. On crée une boîte dans le domaine de la course à pied. On a toujours aimé l'industrie textile. C'est une industrie sur laquelle il y a beaucoup à faire, encore plus dans l'industrie du sport. Donc en fait, tout naturellement, et par nos expériences aux Philippines, le fait que j'ai travaillé 6 mois au contact en fait de Tita qui fabriquait des peluches donc dans l'industrie textile aux Philippines, ça a fait que tout naturellement, on s'est dit, bah, je sais pas, c'est notre place qui est ici, en tout cas à l'instant T. Demain, je ne sais pas, mais en l'occurrence, on fait ce bout de chemin avec Beaumolet pour rendre cette industrie plus juste et plus responsable. Top. Et tu parlais de Nathan, donc ton associé, tu l'as rencontré comment? À l'école, première année d'école de commerce, on s'est rencontrés sur les bancs de l'école, entre guillemets. Je crois que c'était aux entraînements de foot ou enfin, autour du sport, ça c'est certain. Et, euh, et il se trouve que on est avant tout potes, qu'on a fait notre petit chemin chacun de notre côté sur le cursus scolaire. Lui s'est orienté plus sur la partie conseil au début, et puis moi sur la partie marketing, en tout cas sur ces sortes de majeurs de spécialisation. Et puis on est partis tous les deux en même temps, pas sur la même durée, mais aux Philippines, à 2 endroits différents, dans la même ONG, sans trop se concerter. Et c'est là où forcément aussi il y a eu une connexion supplémentaire où on s'est dit waouh, on se sent utile aussi, même quand on fait quelque chose qui n'est pas forcément directement pour nous. Et en fait, ces notions de pourquoi, de la cause qui nous dépasse nous a beaucoup touchés. On s'est dit putain, il faut faire quelque chose en rentrant en France en tout cas. Et est-ce que tu as eu, donc tu disais que tu as commencé par lancer une pétition qui marchait pas forcément comme tu voulais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais. Bon, ce qui est de toute façon dans la vie d'un entrepreneur, c'est toujours comme ça, hein, c'est des hauts et des bas, et c'est comme ça qu'on réussit. Vous avez tous les deux tout de suite eu envie de passer à l'entrepreneuriat, ou est-ce qu'au début vous vous êtes dit on crée un projet, voire on crée plutôt une format associatif, avant vraiment de se lancer avec une forme
une forme d'entreprise? Non, je pense que l'entreprise, c'est un moyen d'entreprendre. En réalité, on n'est pas obligé d'être entrepreneur, je pense, ou indépendant pour vraiment entreprendre, même si après, on a forcément des préférences et on a la nôtre pour le coup. Mais en l'occurrence, on peut même entreprendre et faire de ce qu'on appelle de l'intrapreneuriat au sein même de projets. Simplement, quand on est rentré en France, on voyait bien que l'industrie textile marchait sur la tête. Forcément, en fabriquant mes petites peluches, j'ai pu aussi le constater sur le terrain. On a pu constater aussi d'autres choses comme la pollution plastique, comme les conditions de travail de ces pays pauvres ou en développement en tout cas. Et en rentrant en France, on a voulu apprendre plus sur cette industrie, prendre aussi le problème à bras le corps. Et ce qu'on a remarqué, en tout cas, est une cause qui nous a beaucoup touché, au-delà de l'aspect environnemental qui est pourtant essentiel pour finalement notre survie à long terme, mine de rien, et je pense que j'exagère pas en disant ça, c'est que ça a été une belle expérience humaine, pour le coup, où on vivait au quotidien de ces gens qui n'avaient rien et pourtant qui avaient tout et qui nous donnaient tout. Et ce qui fait qu'en rentrant en France, on s'est dit, mais on peut pas fermer les yeux sur toutes les conditions de travail, notamment de ces vêtements. Et donc, en fait, on s'est inspiré du Nutri-Score avec ce système de notation très didactique, A, B, C, D, E, qui permettent à même un enfant ou à ma mamie, en tout cas, qui n'est pas sur les réseaux sociaux, de comprendre si ce qu'elle achète est bon ou non d'un point de vue nutritionnel. Et c'est un peu la même chose sur les vêtements. L'idée était en tout cas d'essayer de mettre en place, en tout cas sur l'étiquetage de nos vêtements, via la DGCCRF et tous ces organismes qui ont un pouvoir pour légiférer tout ça, de pouvoir mettre un système de notation qui soit obligatoire sur l'aspect social, sachant que l'aspect environnemental est déjà en cours, ils sont déjà en train de travailler là-dessus. Et bon, ça n'a pas marché, mais pour autant, on a quand même obtenu en l'espace de 30 jours 30 000 signatures qui nous ont permis en fait de réaliser plein de choses. La première, c'est que l'industrie textile est une industrie qui est ultra complexe, sur laquelle il y a du lobbying et une multitude aussi d'acteurs, que ce soit des intermédiaires, des marques, des politiques, et ce qui rend complexe la prise de décision ou l'initiative d'un changement quelconque. Et la deuxième, c'est que et c'est peut-être même pour ça que c'est dans l'ADN de Beaumolet, en tout cas, plus les jours passent, plus on se le dit, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'en étant personne et en partageant une pétition qui nous faisait sens, si celle-ci résonnait dans le cœur des gens à qui on partageait cette pétition, ces gens étaient capables de se mobiliser, même peut-être plus que nous, en fait, en l'occurrence. Puisque nous, finalement, on a réfléchi à une démarche, une sorte de social score, tel qu'on l'a appelé au moment du lancement de cette pétition. Et en fait, on l'a publié sur Facebook, sur LinkedIn, un vendredi soir, ce qui, en communication, on nous dit que c'est pas bon de poster à ces heures-là, en plus, si on veut faire du bruit. Donc c'était entre guillemets un mauvais pas. Et en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et à un moment donné, la pétition, elle est partie. On a eu 500 signatures, 1000 signatures, 10 000 signatures. Et en fait, à un moment donné, les gens partageaient, on ne sait même pas qui a partagé à la fin, mais on arrive à 30 000 signatures sur change.org. Et là, on se dit, mais en fait, il y a une vraie volonté des gens de savoir en fait ce qu'ils achètent. Une volonté de transparence, une volonté d'être acteur. C'était la première pétition qu'on lançait. On n'en avait pas non plus vraiment signé par le passé parce qu'on n'avait pas ce regard-là aussi, en toute honnêteté. Et, et juste, on s'est dit, waouh, il y a une vraie volonté en tout cas de participer et d'initier le changement. Et c'est un peu avec ces codes-là et ces apprentissages-là qu'on a lancé Beaumolet et essayé de faire en sorte de lancer une marque, parce qu'on s'est dit que, et on nous a fait comprendre qu'on n'y arriverait pas, qu'on allait lancer une marque comme un petit poussé quelque part, qui allait essayer de faire bousculer les codes de l'industrie textile et du sport notamment, et de se dire que cette marque-là, elle va être pas justement une marque descendante où il y a des décisionnaires qui sont le top management qui vont décider des produits qu'on va faire, des tendances et de les mettre sur le marché, mais plutôt de basculer notre modèle et de faire en sorte que Beaumolet soit une marque communautaire quelque part où on met le coureur au centre de la démarche, coureur ou sportif à vrai dire, et que c'est ces coureurs et ces sportifs qui vont nous dire quels vêtements ils souhaitent que l'on développe, sachant qu'on n'a pas des moyens conséquents en tant que jeune diplômé. On avait 5 000 euros, donc on dire que nos économies ne payent pas grand-chose d'autre, et que c'est ce modèle-là qui, en tout cas, in fine, nous a permis de monter petit à petit une marque avec vraiment des produits qui sont des basiques et qui sont demandés par la communauté. Et je me rends compte que j'ai digressé un petit peu. Je t'ai pas interrompu parce que c'était super intéressant et effectivement, au départ, oui, vous avez démarré avec, un petit budget mais de ce que je comprends, une grosse énergie et c'est ça vraiment qui a permis de faire basculer les choses. Du coup, aujourd'hui, vous avez commencé par la course à pied
pourquoi le running pour commencer? Et c'est plus simple. En l'occurrence, non, le marché du running est un gros marché. Donc en fait, si déjà on arrive à montrer aux coureurs, aux 13 millions de coureurs, selon les stats, qu'on a cette possibilité de porter des vêtements qui ne sont pas fabriqués à l'autre bout du globe, de porter des vêtements qui n'ont pas parcouru 40 000 kilomètres avant d'arriver sur nos épaules, et qu'on peut les faire en France, on aura déjà une belle victoire. Qui plus est de montrer que ces vêtements ils sont co-créés avec la communauté, qui sont éco-conçus. Enfin, on a un gros pari et déjà un gros challenge avec la course à pied. Et en fait, étant nous-mêmes coureurs, nous-mêmes passionnés de course à pied, à prendre des dossards le week-end, en fait, c'est ce qui nous permet de nous faire déjà triper au quotidien. Après, tous les sports qui permettent de se remuer les mollets pourront un jour peut-être avoir leur petite enseigne beau mollet. Enfin, on pourra faire des vêtements qui seront adaptés à d'autres pratiques. Mais en l'occurrence, on se ressent déjà surtout coureur, marcheur, trekker, enfin, ou trailer. Et je pense qu'on a déjà pas mal à faire et c'est pas une erreur, je pense, d'être humble et de vouloir commencer, je ne vais pas dire petit parce que c'est un gros marché, mais de vouloir concentrer notre peu de moyens et toute notre énergie sur une thématique qu'on maîtrise peut-être plus que toutes les autres. D'accord, donc il y a vraiment un mix entre, aller sur le domaine que vous maîtrisez bien et puis qui est votre passion. Donc du coup, effectivement, c'est j'imagine plus agréable de se lever le matin en se disant: «Non seulement on fait de l'impact, mais en plus on le fait sur notre passion pour commencer» et puis qui est un gros marché. Donc comme ça, c'est aussi une façon de s'assurer que l'investissement qui est fait peut quand même derrière se déployer suffisamment. Tout à l'heure, tu parlais du score, l'impact, le social score. Le social score qui est effectivement, on parle beaucoup de score sur l'environnement. Ça commence à être de plus en plus déployé, certainement pas assez, mais ça commence à l'être. Aujourd'hui, est-ce que l'impact justement social sur Beaumolet, est-ce qu'il y a des informations sur les produits? On connaît justement les impacts là-dessus. Est-ce que vous êtes inspiré justement de ce premier mouvement avec cette première pétition pour vous l'appliquez à vous-même? On a cette volonté de pousser au maximum la transparence. Donc, ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, c'est la promesse en tout cas qu'on essaie de faire, c'est de, au-delà de la partie co-création, qui est déjà un beau pas, je pense, pour pouvoir éviter toute surproduction inutile, de mettre le coureur au centre de la démarche. Quand aujourd'hui, en fait, et c'est ce qu'on essaie de faire à travers notre communication, en fait, c'est de beaucoup expliquer aussi notre mode de fonctionnement. Donc, en matière de confection, je l'ai cité tout à l'heure, un t-shirt moyen, c'est 40 000 kilomètres, donc une fois le tour de la Terre avant d'arriver sur nos épaules. Et je parle juste de l'extraction de la matière première, production et le transport. Euh, Nous, par exemple, on essaie au maximum d'expliquer que on peut le faire en France et d'expliquer que derrière, il y a une vraie démarche au-delà du côté environnemental. C'est aussi le volet social de dire, en fait, on a la possibilité de le fabriquer en France. Et le fabriquer en France, très concrètement, ça veut dire travailler le tricotage, par exemple, à Bourgoin-Jallieu, à une demi-heure de Lyon, de faire la confection à Paris, à côté, enfin à Bobigny précisément, ou à Roanne, dans la région lyonnaise. Et en fait, d'apporter en tout cas un maximum de transparence sur les endroits de fabrication de nos vêtements, ce qui permet aussi de légitimer le fait que forcément les personnes qui ont travaillé sur nos vêtements l'ont fait dans des conditions qui respectent des normes, je pense, qui en France sont plutôt strictes, ou en tout cas par rapport à d'autres pays sont plutôt saines, qui respectent intégralement et l'intégralité de ces travailleurs. Au-delà de ça, évidemment, le bilan, on va dire, kilométrique, forcément, il est réduit. Nous, on a des vêtements qui, si on inclut la livraison, donc c'est-à-dire que si vous habitez à Brest, qui ne dépassent pas les 1500 km parcourus. Donc 1500 km parcourus d'un bout à l'autre de la chaîne de valeur en incluant la livraison, j'insiste, ça fait que vous avez quelque chose qui est très réduit. Et pour un Lyonnais, par exemple, comme on a une partie de nos vêtements qui est fait made in Rhône-Alpes, pour un Lyonnais, c'est-à-dire que vous avez un t-shirt qui a fait 300, 400, 600, peut-être 700 bornes au maximum entre les étiquettes d'un côté, les flocages, ou la partie tricotage, confection, enfin bref, toute la machine en tout cas qu'on a mis derrière tout le tissu productif. Et en fait, l'idée, c'est que quand vous venez sur le site, et que en tout cas, vous suivez la démarche Beaumolet, vous avez en tout cas ce droit de regard sur nos ateliers, comment ça marche, on met des images de ces gens qui travaillent, on essaie de vous rendre au maximum aussi des comptes. Faut savoir, par exemple, que privilégier les fibres recyclées, on a tout le détail et j'ai pas la multitude de chiffres qu'on met à disposition, mais voilà, c'est 94% d'eau en moins, c'est à peu près 60%, si je dis pas de bêtises, d'énergie en moins par rapport à une fibre vierge, j'ai envie de dire, de polyester.
Et donc, il y a plein, plein d'impacts comme ça qui, mis bout à bout, avec une production qui est raisonnée, parce que, à notre sens, c'est quand même le gros problème. C'est pas forcément que la matière ou que le fait qu'on produise loin. C'est aussi le fait qu'on produise trop de fringues. Pour la petite stat, il me semble qu'en l'espace de 20 ans, en France, on a multiplié par 3, je crois, notre production et notre consommation de vêtements. Et pourtant, je suis pas sûr qu'on ait plus de besoins qu'avant. Et le problème, c'est que produire, c'est polluer au sens large. Il faut quand même être au clair là-dessus, qu'on produise de façon responsable ou non. D'une manière générale, produire, c'est polluer. Donc autant produire le moins possible et faire en sorte que les vêtements qu'on mette sur le marché soient les plus qualitatifs possibles, soient faits et pensés pour durer et s'inscrivent dans cette démarche d'éco-conception dans laquelle nous, on essaie au quotidien de progresser. Et je pourrais développer sur cette définition, mais c'est sans fin et il y a toujours des améliorations à apporter. Il y a une vraie volonté là-dessus effectivement d'apporter des vêtements qui consomment moins. J'avais vu dans les différents messages de Beaumolet, je ne sais plus si c'est sur le site, mais que je trouvais assez interpellant, disant que même un runner régulier courra jamais autant que ce qu'a fait son t-shirt comme distance pour y parvenir. Donc effectivement, là, quand je t'entendais parler des t-shirts à Lyon, on arrive déjà sur les distances où le coureur peut commencer à courir la distance qu'aura fait son t-shirt avant d'arriver chez lui. Ce qui est effectivement, je trouve, qui est assez marquant. On parlait là justement, tu parlais de tout ce qui était production. Comment est-ce que tu as démarré en fait cette production? Parce que avec Nathan, donc tu disais, toi tu étais plus sur le marketing, Nathan faisait des études plutôt dans le conseil, donc j'imagine que c'est pas, ça fait pas de vous des experts en production. Donc comment vous avez fait vos premiers pas, comment vous êtes lancé? C'est une bonne question. Bah, forcément, déjà, on a pu comprendre les enjeux derrière l'industrie textile avec, cette expérience que de mon côté, j'ai pu avoir aux Philippines, où j'ai découvert en fait qu'avec avec du fil, avec des rouleaux de tissu, on était en mesure de donner vie à un produit, à des peluches en l'occurrence. Ça permet déjà de comprendre en fait la décomposition des étapes. Et forcément, en fait, l'entrepreneuriat, et je considère que même un projet, c'est une forme d'entrepreneuriat, ça amène en fait à plein de problèmes, plein de questions en fait. Et notre job, quelque part, c'est de réussir à répondre à ces questions pour pouvoir progresser dans le cheminement de ce projet. Et en fait, c'est vrai que du coup, ça nous a permis déjà de comprendre plus facilement déjà comment on pouvait arriver d'un fil textile à un produit fini, puisqu'on a décomposé en fait toutes les étapes. On a fait forcément, comme beaucoup de monde, j'imagine, des recherches, parce que quand on ne sait pas, il faut bien forcément se renseigner. Donc des recherches sur YouTube, sur Google, enfin, ce sont nos meilleurs amis, entre guillemets, pour pouvoir aller à la chasse aux infos. On a eu évidemment aussi des belles discussions, notamment grâce à la pétition avec des acteurs pardon, de l'industrie textile qui nous ont permis d'ouvrir des perspectives, des portes, des réflexions sur des étapes qui étaient importantes quand on fabriquait des vêtements pour réduire l'impact. Et toutes ces choses-là nous ont permis aussi d'aller toujours de façon plus précise à la pêche aux infos. Comment tu as fait pour aller justement à la pêche aux infos pour rencontrer ces acteurs du textile? La pétition, en fait, nous a permis de nous ouvrir des «portes» entre guillemets, puisque nous, on a fait le travail soit d'avoir contacté des personnes qu'on trouvait pertinentes dans le domaine, soit d'avoir été contacté aussi par des personnes qui avaient vu passer, sur LinkedIn ou Instagram notre pétition. Et donc, on a convenu d'appel et enfin, on s'est appelé et puis forcément, on a pu, beaucoup apprendre de notre côté aussi sur la complexité de cette industrie. Et on a eu un beau coup de pouce et il faut évidemment le souligner. En fait, il se trouve que notamment aux Philippines, j'ai vécu 6 mois avec certains Français qui sont des amis, avec qui il y a eu d'ailleurs un lien avec WeDo pour la petite blague perso, et une amie avec qui j'ai passé pas mal de temps qui fabriquait, enfin, qui participait en tout cas pas mal à la vie de l'ONG, qui s'appelle Christy, qui m'a mis en fait en relation avec l'une de ses meilleures amies, Louise, il se trouve, est styliste dans l'industrie textile pour des grandes marques et qui souhaite se lancer à ce moment-là, en fait, à son compte, accompagner des marques à impact, mais qui, voilà, même si elle a une expérience dans les grands groupes, n'a pas d'expérience en termes d'accompagnement sur des petites marques au moment du lancement et qui, en fait, y voit quelque part un intérêt, un intérêt certain à pouvoir peut-être voilà, prendre contact avec nous. Et enfin, nous, de notre côté, évidemment, qu'on a vu aussi cet intérêt-là. Il se trouve qu'on a fait connaissance, on est devenus potes, et en fait, elle nous a aidé à comprendre
encore plus les enjeux de l'industrie textile et notamment les enjeux de ces ateliers, de ces entreprises françaises pour essayer d'arriver auprès d'eux avec une proposition, un cahier des charges qui soit le plus compréhensible possible. Et c'est vrai que ça nous a fait gagner beaucoup de temps, évidemment, puisqu'on utilisait le même jargon qu'eux. Et quand on parlait de mailles, on savait de quoi on parlait et on savait aussi ce qu'on cherchait, donc ça permettait de gagner du temps. D'accord, donc tu t'es, oui, t'as mis un bon pied pour résumer dans l'industrie textile avec, si j'ai bien compris, YouTube a été d'un soutien assez fort pour mieux comprendre et puis avec l'expérience et puis bah, tu as réussi finalement en parlant de ton projet autour de toi à trouver là où les bonnes personnes bah, qui étaient experts et qui s'y connaissaient. Justement, aujourd'hui, au sein de Beaumolet, est-ce qu'il y a une équipe qui est constituée? Est-ce que tu travailles avec des experts? Comment ça fonctionne? Aujourd'hui, on a une petite équipe, très très petite équipe, puisque aujourd'hui on est encore que tous les deux à temps plein, enfin presque à temps plein, on va dire, avec Nathan. Donc les deux associés où on est au four et au moulin entre la partie production, la partie finance, la partie marketing, la partie produit au sens là. Enfin bref, on a toutes les casquettes. Évidemment, on se fait accompagner sur des thématiques bien précises et en l'occurrence, les trois sujets sur lesquels on fait appel à des experts qui sont aussi aujourd'hui en fait nos amis pour le coup, bah, c'est forcément sur la partie donc produits, textiles, direction artistique, où c'est Louise qui évidemment continue de nous accompagner et qui fait un job incroyable et qui est aujourd'hui enfin, une amie et qui rend cette expérience incroyable. On a un copain qui s'appelle Gilles qui, pareil, nous a donné un coup de pouce à nos débuts, là où on en avait le plus besoin pour nous faire des super vidéos. Nous, on script et lui, il vient avec sa baguette magique et ses appareils sublimer le tout pour faire passer le message de la meilleure des façons. Et des copains comme Alexis, Simon qui viennent dépanner pour faire des photos. Et puis tout le reste, on va dire que c'est façon entrepreneur, on bricole avec YouTube, on se forme et puis on essaie d'implémenter tout ça. Et j'ai une question que je pense qui peut être intéressante pour ceux qui sont en train de se lancer. Vous avez super bien réussi à vous entourer. Qu'est-ce que tu conseillerais pour trouver les bonnes personnes justement pour s'entourer comme vous avez fait? Parler de son projet. Il y a ce fameux mythe de est-ce qu'on doit diffuser son idée. Pour le coup, nous, on considérait qu'on ne réinventait pas la roue et qu'on ferait rien de toute façon sans les gens dans la mesure où on avait finalement que peu de moyens. Donc l'approche communautaire nous était évidente. Donc en fait, on a appris à parler de notre idée, appris à parler de notre projet. Et c'est ce qui nous a permis en fait de nous ouvrir des portes. Et aujourd'hui, toutes les portes qu'on a ouvertes et ce qui s'est passé jusque-là, toutes les expériences qu'on a pu mettre en place, c'est parce qu'il y a eu en fait une mise en relation. Donc, s'il y a vraiment un conseil avec ma petite expérience, en tout cas, c'est évidemment d'essayer je ne vais pas dire de réseauter, mais en tout cas, avec sincérité, de pouvoir échanger avec un maximum de gens parce qu'en fait, qui que ce soit, tout le monde peut nous ouvrir des portes à un moment donné et des portes soit psychologiques parce qu'on a un frein ou une problématique sur laquelle on a une difficulté, soit nous ouvrir peut-être son réseau ou nous débloquer une situation. Et que ce soit le vidéaste, hein, Gilles, l'ami Louise sur la partie styliste, c'est que de la mise en relation et c'est ce qui se passe depuis nos débuts. Donc c'est un peu la carte de l'humain qu'on met au centre du projet. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que vous avez lancé le projet en fin d'études, donc vous aviez pas avec Nathan un gros réseau en sortant de là. C'est vraiment vous qui êtes allé justement, qui avez communiqué pour élargir ce réseau. Et alors aujourd'hui, tu disais donc vous êtes pas à plein temps dessus, juste comment ça marche? Est-ce que ça marche, voilà, est-ce qu'aujourd'hui vous prévoyez d'en vivre? D'en faire une activité à temps plein? Voilà, comment vous voyez les choses aujourd'hui avec Beaumolet? L'ambition, c'est évidemment d'en vivre, de pouvoir vivre de notre, entre guillemets, de notre passion. Enfin, pouvoir être au quotidien auprès des coureurs, c'est juste un kiff total. Et de pouvoir ouais, permettre à tous ces coureurs qui n'avaient pas cette possibilité de pouvoir courir de façon plus responsable, de passer le pas. C'est genre, enfin, c'est vraiment pour le coup un pourquoi qui nous anime tous les jours et qui nous fait ne pas compter les heures et qui euh, d'ailleurs fait qu'on pourrait considérer qu'on bosse beaucoup, même si on le prend, je pense pas comme un boulot. Mais évidemment, on a cette volonté de pouvoir en vivre et de développer l'activité pour se mettre à plein temps dessus. Après, évidemment, quand on se lance avec de maigres économies et qu'on n'a pas cotisé à Pôle emploi, enfin toutes ces choses-là, forcément, on n'a pas vraiment
d'aide à côté. On a quand même cette volonté d'être indépendant de nos parents et de se responsabiliser aussi pour être dans le vrai monde. Et puis je pense pas que nos parents puissent se permettre de nous garder ad vitam aeternam, euh, voilà, sous cette condition-là. Mais en l'occurrence, donc Nathan bosse le soir de 18 à 23 en fait dans un restaurant italien dans le centre de Lyon. Et de mon côté, je fais du consulting en marketing, en communication et j'accompagne des entreprises. Et donc, on essaie voilà, de dédier 80% de notre temps éveillé à Beaumolet et puis le reste, voilà, de faire rentrer des sous-sous. Et même si je pense qu'on pourrait gagner plus ou quoi, la priorité aujourd'hui, elle est surtout de ne pas nous défocus et de passer le minimum de temps en dehors de Beaumolet pour essayer de faire grandir cette petite bête. Effectivement, le focus, c'est souvent un vrai sujet et c'est top ça, le conseil. Ça veut dire que tu arrives à finalement à valoriser l'expérience entrepreneuriale que tu es en train de faire. Tu arrives déjà à la valoriser, même si effectivement ton souhait après, c'est d'être à 100 dessus, mais voilà, tu arrives déjà à la valoriser finalement en revendant un peu ton expérience à côté pour aider d'autres personnes. C'est ça, système de coaching, ce qui fait qu'en termes de bande passante, moi, ça m'en demande pas trop et en même temps, ça apporte énormément de valeur aux gens que j'accompagne. Donc, c'est le bon mix puisque ça me permet d'avoir des horaires qui sont peut-être plus flexibles que Nathan. Donc, un gros respect évidemment à lui qui est au charbon actuellement, là où on se parle. Donc, donc forcément, non, non, c'est la priorité, ça reste Beaumolet et c'est clair que par contre, on apprend tellement dans une aventure entrepreneuriale que en fait, on se rend compte que ça a une valeur inestimable sur le marché parce qu'on est sans cesse en train d'implémenter des trucs et que comme on a personne au-dessus de nous, ça dépend de notre motivation et de notre temps, évidemment, mais ça nous permet d'implémenter des tonnes et des tonnes de choses et de faire en l'espace d'un an 10 000 sujets, quoi. On est toujours au four et au moulin, ce qui est un risque aussi, mais ce qui est aussi une force de pouvoir avoir un regard pratico-pratique quand on intervient auprès d'une entreprise, puisque forcément, on n'est pas juste là en tant que donneur de leçons, puisque ce qu'on dit, on l'a implémenté et c'est ce qui aussi plaît, je pense, auprès des gens que j'accompagne. Ouais, effectivement, le retour d'expérience, c'est généralement ce qui marche enfin, ce qui est le plus efficace, aussi bien dans ce qui a marché que ce qui n'a pas marché. Et justement, bah, autour de du marketing et de la communication, comment est-ce que chez Beaumolet vous vous faites connaître? Puisque un des, une des problématiques de la vente dans le textile, c'est d'arriver à sortir un peu du lot. Comment est-ce que vous faites chez Beaumolet pour ça? Nous, on base l'essentiel de notre communication finalement sur l'aspect communautaire. On a peu de budget marketing pour être transparent. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, mais on s'est lancé avec 3 000 euros de capital et 2 000 en compte courant d'associés. Donc, avec 5 000 euros, toi qui es entrepreneur, tu le sais, 5 000 euros, c'est pas grand-chose si tu inclus le prototypage, enfin, du dev produit d'un côté et du marketing de l'autre. Donc, en fait, ça part très, très vite. Donc, on a mis tout le budget marketing quasiment sur la vidéo pour rémunérer notre cher Gilles et le reste de l'huile de coude. On a utilisé notre langue et notre énergie pour pouvoir aller discuter avec un maximum de coureurs et utiliser les ressources qu'on avait à notre disposition, à savoir les réseaux sociaux et la force de la communauté. Donc, on a fait tout notre possible pour discuter avec des centaines, et en vrai, je peux le dire aujourd'hui, on a parlé avec des milliers et des milliers de coureurs depuis nos débuts, pour pouvoir nous faire connaître, surtout comprendre nos coureurs, essayer de bâtir cette marque avec eux. Et on s'est lancé à un moment donné, pour notre lancement, en tout cas en janvier 2021, donc il y a un peu plus d'un an, sur Ulule aussi, qui nous a permis de rassembler cette communauté derrière le projet et de faire de ce qu'on appelle un financement participatif, du crowdfunding, qui nous a permis de lancer la première production. Et on fonctionne toujours avec ce modèle-là, avec des moyens très limités, et ce qui nous permet forcément de faciliter ou booster le bouche à oreille. Mais ça demande véritablement, avant même de parler de crowdfunding, de parler à ces coureurs. Et quand je dis leur parler, c'est leur parler vraiment. Alors, comment tu fais pour aller leur parler justement? Est-ce que tu as quelques conseils à donner pour construire cette communauté? Ouais, un parc, par exemple, où il y a du coureur et essayer d'arrêter tous les coureurs pour essayer de récupérer un maximum d'avis, un maximum de contacts aussi. Il y a pas mieux et puis évidemment les réseaux sociaux. On a les copains qui au tout début, quand on a, diffusé, des questionnaires, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, qui a été une belle découverte aussi, qui nous ont permis, en fait, de relayer tous les messages qu'on mettait.
alors que finalement, on n'avait que des copains qui likaient ou relayaient nos messages. Mais c'est ce qui permet aussi de faire, d'un point de vue très tourner l'algorithme, ce qui permet d'avoir du reach dès le début et derrière d'avoir un post qui va se diffuser plus que si on partait de zéro sans prévenir qui que ce soit. Donc on a joué un peu avec les codes des réseaux sociaux aussi pour essayer de faire en sorte d'avoir un post qui va chercher le plus loin possible dans nos réseaux de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et c'est comme ça qu'on a pu toucher des gens qu'on ne connaissait pas. Et puis, ouais, de l'huile de coude après, hein, pour discuter avec des tonnes et des tonnes de gens, prendre en note tout ce qui est dit, essayer de faire, je ne vais pas dire un système de bouche à oreille, mais faire en sorte qu'un coureur amène un autre coureur. Et c'est comme ça qu'on a été amené à discuter avec des centaines de coureurs et parfois même à se booker sur Google Meet 2 semaines avec des appels de 15h à 21h et se caler 200 appels en 2 semaines. C'est entre guillemets, en tout cas la stratégie sur laquelle on a misé pour essayer de discuter avec un maximum de monde et ne pas aller droit dans le mur. Ouais, ne pas avoir peur, effectivement, tu disais tout à l'heure, hein, de parler de l'idée, oser arrêter les gens, oser se dire que tu vas parler à plein de gens. Et puis, effectivement, bah, dans le digital, se renseigner un peu sur comment fonctionnent les algorithmes, qui changent beaucoup la donne après effectivement pour communiquer. Et justement, bah, sur tous ces outils, toutes les choses que tu as pu apprendre, est-ce que tu as des ressources que tu consultes aujourd'hui, que tu consultais ou que tu as consulté, qui t'ont particulièrement aidé, que tu souhaiterais partager? Ça peut être des livres, ça peut être des vidéos, puisque tu parlais tout à l'heure de YouTube, enfin, des chaînes. Voilà. Est-ce que tu as des ressources que tu auras envie de partager, que tu aimes particulièrement, ou qui t'ont aidé? Ouais, c'est riche. Sur l'état d'esprit, moi, j'ai un bouquin qu'on m'avait offert, pareil, aux Philippines aussi, mais en l'occurrence parce que je lâchais pas beaucoup, hein, j'étais toujours en train de vouloir faire les choses à fond et ça faisait doucement rire mes colocataires, qui m'ont offert un bouquin qui s'appelle, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, l'art subtil de s'en foutre, qui est un livre qui, en termes d'état d'esprit, est très intéressant et qui, ni plus ni moins dans les grandes lignes, en termes d'état d'esprit, vous invite à vous en foutre de tout, mais de ne pas vous en foutre des choses, en tout cas, qui sont importantes pour vous et de pouvoir, en tout cas, focaliser son attention sur ce qui a vraiment de l'importance. Et ça permet aussi, enfin, pour le coup, j'ai beaucoup aimé l'état d'esprit et c'est ce qui m'a aussi permis peut-être enfin, de dédramatiser en fait certaines choses où on pense au regard de l'autre en l'occurrence, puisqu'on se rend compte que c'est une barrière psychologique qui nous fait plus perdre du temps qu'autre chose ou qui ne nous fait pas agir bêtement en fait. Alors qu'en fait, on a plein de choses à faire, à apporter et même arrêter quelqu'un dans la rue. C'est désagréable, par exemple, de le faire au début et on se rend compte au bout d'une heure, ne serait-ce qu'au bout d'une heure, qu'on commence à prendre un certain entrain à arrêter les gens, à discuter avec eux et peut-être même à être plus à l'aise aussi. Donc c'est l'idée d'oser en tout cas. Et je pense que ça reprend bien aussi un peu le thème du podcast. Mais j'ai bien aimé ce bouquin. Après, il y a des conseils plus pratico-pratiques où forcément, quand on a des besoin de faire par exemple ce qu'on appelle du marketing digital, puisque c'est ce qu'on fait, on est présent que sur le digital, que sur le web, de se former sur ces thématiques-là. Donc nous, on a eu des cours grâce à l'école, évidemment, et ça c'est chouette. Maintenant, tout ce qu'on n'a pas, il faut être capable d'aller le chercher. En l'occurrence, je suis un peu moins en ce moment pour cause de temps, manque de temps, mais avant de lancer vraiment le projet sur janvier 2021 avec la commercialisation, j'étais sans cesse en train d'écouter des podcasts, soit sur la partie état d'esprit, parce que ça permet de débloquer des situations psychologiques, soit d'aller chercher des compétences spécifiques avec par exemple le podcast Growth Makers, qui est un podcast orienté marketing, grosse acquisition, qui permet de donner des pistes, des tuyaux sur comment en fait d'un bout à l'autre, comment on peut bâtir une communauté, créer un site web, comment on peut améliorer un taux de conversion dans un site web, enfin, qui sont quand même des leviers qui, d'un point de vue marketing, sont en fait aujourd'hui quand même essentiels et marquer un impact ou pas, on se doit au moins de pouvoir connaître tous ces enjeux-là. Et donc, c'est essentiellement avec YouTube et après tous les trucs autour du marketing digital qu'on va se former de manière très pratico-pratique ou sur le produit, sur le textile, toutes ces choses-là. C'est intéressant, tu as vraiment utilisé tous les canaux du livre qui permet de prendre du recul et qui fait réfléchir aux vidéos YouTube très pratiques pour comprendre rapidement comment ça fonctionne. Euh,
Comment tu vois Beaumolet dans 5 à 10 ans? C'est toujours la question un peu philosophique, mais non, ce qu'on aimerait bien, c'est que Beaumolet soit aujourd'hui, enfin aujourd'hui et demain, mais on le souhaite aujourd'hui aussi. Mais ouais, dans 5 ans, on aimerait bien que Beaumolet, en tout cas, puisse, voilà, être une marque référente, un peu à l'image d'un Patagonia, mais sur la sphère française, ou à l'image d'un slip français qui sont, à mon sens, des belles, des beaux exemples, des belles réussites en matière d'impact social, d'impact environnemental, et en matière de démarche aussi. Heu, J'aimerais bien qu'on ait, la capacité de réunir, je sais pas, 50 000 coureurs, et qu'on ait cette possibilité, en tout cas, d'équiper les coureurs qui veulent se remuer les mollets, au sens large, et de pouvoir, en tout cas, accompagner ces coureurs, de façon très pratique, à pouvoir se dépasser, oser, prendre un dossard et se remuer les mollets, et idéalement dans 5 ans. Alors ça, c'est le petit rêve secret que j'ai jamais évoqué, mais j'aimerais bien qu'on puisse avoir un lieu qui rassemble ces coureurs, et qui puisse nous permettre évidemment de passer du digital, en tout cas au vrai lien, parce qu'il n'y a pas mieux que de se parler en vrai, et de courir en vrai. On connaît le projet secret mais qui arrivera, on espère, c'est tout ce que je te souhaite, dans quelques années, effectivement, de pouvoir matérialiser un peu ça, parce que c'est vrai que le digital a ses avantages en termes de communication, mais ne remplace pas les liens sociaux. Ça marche. On arrive bientôt à la fin de cet échange. J'ai 5 questions assez courtes qui demandent des réponses plutôt courtes que je vais te poser. La première, c'est qu'est-ce que tu as préféré dans cette aventure? L'aventure humaine, gratitude à fond. Juste le fait de pouvoir plancher, 5, 6, 7 mois de l'idée à la concrétisation d'une idée avec un t-shirt, puisqu'on s'est lancé qu'avec un seul produit à nos débuts, et de voir que les gens nous ont suivis. Mmh, il y a presque ce syndrome de l'imposteur, de se dire: «Putain, waouh, c'est un truc de ouf, en fait. On est personne, et il y a des gens qui nous font confiance et qui suivent la démarche», et juste ça, je crois que c'est le truc qui, à chaque fois qu'on lance un nouveau produit et qu'on voit que les gens nous suivent, ou que les gens commandent, ça apporte en fait une gratitude, mais qui est gigantesque. Top. Quelle a été ta plus grosse galère? Je vais pas aller chercher très très loin, mais celle-ci, elle est quand même belle. On est quoi là? On est le 24 février. Donc ça y est, il y a les beaux jours qui commencent à arriver. En fait, on a planché pendant un moment pour sortir un t-shirt manche longue, et on va pas le sortir. Et alors ça, c'est la première fois que ça nous arrive. On va devoir en fait attendre 6-7 mois avant de sortir ce t-shirt manche longue, alors qu'on avait prévu de le sortir sur ce début d'année. Et il se trouve en fait qu'avec notre atelier, dû à une cause de rupture en fait sur nos matières premières, on aurait été en mesure en fait de ne pouvoir que livrer 120 t-shirts manches longues, dans les temps en tout cas, pour pouvoir profiter de ce t-shirt manche longue sur la période fraîche, et de devoir faire patienter le reste de la communauté pour recevoir son t-shirt au mois de juin, juillet, enfin bref, ça aurait pas de sens, et on a pris la décision, et on n'a pas encore communiqué dessus, mais je pense au moment où le podcast sera fait, on aura communiqué dessus, mais on va en fait annoncer aux gens qui attendent ce t-shirt manche longue que, en fait, on préfère attendre de sortir ce t-shirt, plutôt que de leur envoyer un t-shirt qu'ils vont même pas porter sur la saison, quoi. Et donc ce qui fait un petit trou dans la trésorerie. Enfin bref, il y a une multitude derrière de cascades de choses où on a déjà tourné la vidéo, mais on peut pas le sortir. Enfin, un ensemble qui est pas mal. Je vais garder celle-ci. Elle est pas mal, effectivement, et elle est d'actualité. Quelle a été la meilleure décision que tu aies prise? Mettre le coureur au centre de la démarche, clairement, ça nous évite d'aller droit dans le mur, et c'est ce qui rend cette aventure ultra belle. On a une petite communauté, mais on a vraiment une petite communauté, pardon, qui est bien solide, et je pense que avoir osé se lancer sans les moyens, en fait, ça nous a permis vraiment d'appuyer tout le modèle sur les coureurs, et je pense que, bah, comme on n'avait jamais entrepris, dans tous les cas, on a fait des erreurs, et on aurait fait d'autres erreurs avec plus de moyens, mais celle-ci nous en évite déjà pas mal, et je reste convaincu que c'est la meilleure décision qu'on ait prise, d'un point de vue développement, de sortir peu de produits, mais des bons produits qui répondent aux besoins explicitement de nos coureurs. Qu'est-ce que tu ne referais pas? Pas grand-chose en réalité. On a tellement appris, d'un sens, dans une direction comme dans l'autre, que non, honnêtement, rien, rien. On a appris, et 0 regret dans tous les cas. Prend tellement en l'espace d'un an, j'ai l'impression qu'on a pris 5 ou 10 ans d'expérience dans cette industrie. On a encore beaucoup à apprendre, ça c'est sûr. On va encore en faire d'autres, et on en a encore fait récemment, mais alors c'est pas visible forcément, mais
tu sais ce que c'est. Il y a plein de choses qu'on ne montre pas et sur lesquelles bon, il faut avaler des couleuvres quand même un petit peu. Ouais, effectivement, dans l'entrepreneuriat, ça fait partie du jeu, mais c'est aussi ce qui est passionnant. Et j'arrive à la dernière question. Si tu avais l'occasion de te croiser quand tu avais 18 ans, quel conseil tu te donnerais? Non, j'étais déjà fonceur à 18 ans quand même. J'ai toujours fait des trucs un peu nuls des fois, un peu cool des fois aussi, parce qu'on le sait jamais vraiment quand on se lance. Non, j'aurais continué à dire juste fonce et profite de l'instant présent et sois pas trop impatient parce que j'ai toujours été impatient de faire les choses. Et tout vient à point à qui sait attendre. Et on va terminer sur sur ces belles paroles. Merci beaucoup Flavien pour ce partage. On a eu l'occasion d'aborder beaucoup de sujets sur l'entrepreneuriat, l'équipe, les contacts, le fait d'oser parler de son projet, de la difficulté que ça peut avoir à transformer une industrie qui est déjà existante pour la rendre davantage éco-responsable. C'était super intéressant. Je pense que voilà, ça intéressera à tous les niveaux ceux qui nous écoutent. Donc merci beaucoup d'être venu nous parler de ça. Écoute, avec grand plaisir. Et si je peux me faire ma petite auto-promo, en tout cas, n'hésitez pas à suivre notre démarche sur les réseaux sociaux. Beaumolet, Bomolet. Et voilà, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure. Bien sûr, et de toute façon, on mettra tous les liens sous le podcast, voilà, pour que vous puissiez retrouver Beaumolet, l'activité de Fabien et de Nathan. Merci infiniment. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Ose tes projets. N'hésitez pas à le partager autour de vous et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire qui nous fera ressortir dans les classements. Si vous aussi vous avez une idée, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, vous pouvez vous lancer sur widoo.com, notre équipe est là pour vous aider. Le lien est disponible dans la description du podcast. À très vite!